Bonjour à tous, vous écoutez Frat Pack, un podcast très gaulerie, ça c'est lui qui le dit, présenté par Zama. Dans chaque épisode, Zama reviendra sur le parcours de son invité à travers le prisme de l'art. Cinéma, musique, série, télé, rien ne lui échappera parce qu'il est vraiment, mais vraiment très talentueux. Enfin ça c'est toujours lui qui le dit. Des anecdotes, du rire et du kiff, accroche-toi parce que Frat Pack, ça commence maintenant. Bonjour et bienvenue à tous dans Frat Pack. Vous le savez, dans ce podcast, je passe un pacte avec mon invité, celui de passer un bon moment, comme si on était en fait des amis d'enfance finalement. Mais d'abord, laissez-moi vous présenter mon invité du jour. C'est à l'âge de 7 ans qu'elle fait ses premiers pas sur scène. Et même si entre-temps, vous l'avez peut-être vu, entre autres, travailler dans un Franprix, chez Buffalo Grill ou un anniversaire d'enfant, aujourd'hui, elle brille de par son talent et son travail, que ce soit en télé, en radio ou sur scène. Elle nous raconte la vie de tout le monde les autres. C'est Tania Dutel. Comment tu vas, Tania ? Bah écoute, ça va très bien et toi ? Bah ça va très bien, je te remercie, je suis content de te recevoir. Bah écoute, merci. Et merci pour cette présentation qui me prouve que c'est possible de trouver des informations sur moi sur Internet. Oui, et que beaucoup. Donc les journalistes, quand ils me demandent racontez-moi votre parcours, peut-être qu'ils abusent un peu. C'est un peu chiant. Tu vois, en fait, je me mets toujours à la place de l'invité, je me dis, en fait, pourquoi elle va répondre la même chose qu'elle a répondu partout ailleurs, tu vois ? Tout à fait. C'est intéressant pour personne, j'imagine. Ouais. Donc, on évite ce genre de choses quand même. On va revenir un peu sur ta vie et sur tes kiffs un peu en matière artistique. On va commencer par la musique. Qu'est-ce qu'on écoutait chez Tania quand on était petit ? Quand on était petit, donc moi, qu'est-ce que j'écoutais ? Donc là, on va aller. Alors, moi, à l'école, tout le monde était fan des To Be Free. C'était pas du tout moi. Moi, c'était les Worlds Apart. Ah oui, ok. Voilà, moi j'étais Worlds Apart à fond, que je suis allée voir en concert d'ailleurs. Hey. Et après, on était sur du Britney, du Billy Crawford, de la base. Ouais, bien sûr. Et après, quand j'ai grandi, j'ai commencé à vraiment aimer les musiques plutôt anciennes, tout ce qui va être Motown. Et je sais pas, à 15 ans, je me suis retrouvée à acheter aussi un album de Elvis Presley que j'ai kiffé. Et donc, ouais, j'adore la vieille musique. Bah c'était varié, j'ai l'impression quand même, en règle générale. Ça va, il n'y avait pas un genre précis. Tout à fait. Du côté du papa, il y avait du Balavoine, il y avait du Julien Clerc. Donc il y a quand même eu une bonne culture. Une bonne culture musicale, carrément. Et est-ce que tu te souviens de la première claque ? Justement, quand t'es ado, tu disais quand t'as 15 ans, que tu t'es prise, ou tu t'es dit, waouh, vraiment là, je kiffe ce que j'écoute, quoi. Tu te souviens un peu ce que c'était ou pas ? Ou il n'y avait pas forcément un truc ? À chaque fois qu'il y avait un gros son, mais pour ça, moi, j'étais hyper commerciale. Les gros sons, souvent, je kiffais. Ouais. Mais c'est vrai que ado, j'étais surtout sur Britney Spears. Ouais, ça a été en même temps, ça a été un raz-de-marée à ce moment-là. C'était incroyable. C'était incroyable, carrément. Et t'étais quel genre d'élève, toi, à l'école ? Moi, j'étais une bonne élève. T'étais une bonne élève ? J'étais une bonne élève. Il pouvait y avoir le fameux bavardage sur les bulletins, mais comme je faisais la plupart du temps marrer les autres, c'était pas des mauvais bavardages en fait. Oui. Mais non, j'étais bonne élève et j'ai toujours bien aimé l'école. C'est vrai, ça a été depuis toujours jusqu'à même après, parce que des fois quand on est jeune, on aime bien, tu sais, plus on grandit, on adhère au truc et tout. Ça a toujours été. Alors, j'aime l'école dans le sens dans lequel on va apprendre des choses. Après, effectivement, quand il fallait rendre des trucs, j'étais comme tout le monde, c'était pas ma passion. Ouais, on est d'accord. Les dissertations, tout ça, oh là là. L'angoisse carrément. T'avais un rêve quand t'étais petite, la petite Tania, de métier, un truc que tu veux faire ou pas forcément ? Le premier, c'était paléontologue. Ok. Parce que il y avait quoi ? Parce que j'étais passionnée par les dinosaures. D'accord. Tu sais d'où ça vient ? C'était quoi, Jurassic Park ou rien à voir ? Franchement, je sais pas. Jurassic Park, c'est sorti en quelle année ? Je crois que c'est sorti après que. C'était dans les années 90, mais écoute, honnêtement, je sais pas. Mais c'est le premier métier que j'ai voulu faire, Ouais, et après, il y en a eu d'autres, du coup, tu me dis il y en a eu plusieurs. Après, j'ai voulu être médecin pendant longtemps. Et surtout médecin légiste. Et pendant tout le collège, j'ai voulu faire ça. Et toute une partie du lycée, c'est pour ça que j'étais partie en S. Et après, j'ai eu d'autres trucs. Je sais pas pourquoi j'ai été prise de passion pour la peine de mort. Je lisais les livres de Robert Badinter. Et je m'étais dit, ok, je veux devenir avocate et je veux défendre ça. Bon, en France, ça n'existe plus. Mais je me disais, j'irai ailleurs pour combattre ça. Et puis, regarde, j'ai changé totalement d'avis. T'es pas très loin, mais t'as un peu changé, quoi. T'as un peu bifurqué. Et en termes d'études, t'as fait une école de commerce rapidement, t'as fait un BTS dans l'audiovisuel, si je dis pas de bêtises. Oui, alors rapidement, ça veut dire que j'ai fait qu'une année. T'as fait une année, c'est ça. J'en suis partie. Peut-être que c'était pas ton délire.
En fait, c'était une école de commerce franco-américaine et j'ai très vite compris que c'était une école Afrique. Et moi, en plus, clairement, j'avais pas les moyens d'être là-bas, en vrai. Et qu'il y avait beaucoup de... En fait, après, tu avais un diplôme américain qui est pas fou en France. En fait, ils te vendaient du rêve et ce rêve, après, tu n'y accédais pas. Je l'ai vu avec les personnes avec qui je suis restée en contact, ça a été un petit peu compliqué. Ouais, ceux qui ont été jusqu'au bout, tu as vu que ça n'a pas... Il n'y a pas eu le rêve américain. Partir pour la plupart dans d'autres écoles. D'accord. Et après, j'ai fait un BTS audiovisuel. Et tu avais un projet quand tu as fait ce BTS audiovisuel, tu savais ou pas du tout? C'était juste... Mon but quand je suis rentrée dans ce BTS, c'était ensuite de partir sur une école de cinéma pour faire de la réalisation. Mais en arrivant à Paris, j'ai commencé à jouer et déjà mon BTS, je l'ai fait en alternance pour pouvoir payer mon loyer, toutes mes factures, parce que je venais pas du tout de Paris. Ouais. Et que je voulais pas demander à mes parents de m'aider, parce que je ne viens pas d'une famille riche. Et après, quand j'ai commencé à jouer, en fait, à la suite du BTS, ça a été mon choix. Je savais que je voulais faire ça. Et donc, je savais que si je continuais à faire des études, eh bien, j'allais devoir bosser en plus à côté le soir et les week-ends. Je l'avais déjà fait. Et je sais que le rythme, il est assez terrible. Ouais. Tu dors très peu. Et donc, j'ai pas continué mes études pour ça. D'accord. Et du coup, c'est une transition parce que tu me parlais de ça. Tu es venu à Paris pour ce BTS et en prétexte un peu aussi pour faire de la scène, j'imagine. Comment, moi qui viens aussi de province, comment tu as vécu ton arrivée à Paris? Ça m'intéresse. J'ai eu l'impression de découvrir la liberté. Ouais. Ouais. De pouvoir faire ce que tu veux. D'arriver dans une ville, tu connais personne, t'es seule, et j'avais l'impression que je pouvais faire ce que je voulais. Alors après, l'arrivée à Paris a été assez étrange, puisque le tout premier jour à Paris, quand je suis arrivée dans mon appart, j'ai vécu 2 trucs chelous. On peut pas dire que c'est du harcèlement ou un truc comme ça, mais j'ai vécu 2 trucs chelous en allant prendre un abonnement box chez Bouygues à l'époque. Et bien le gars de Bouygues a pris mon numéro de téléphone et m'a écrit le soir, c'est totalement illégal. Complètement. Et en partant de chez Bouygues, je suis allée m'acheter une pizza à la pizzeria en bas de chez moi et pareil, il a pris mon numéro. Le même jour? Le même jour. Okay. Ça, c'était mon tout premier jour à Paris. J'arrive à Paris, le premier truc que je fais, c'est d'aller prendre la box et je vis ça tout de suite. Et je dis... Ah d'accord, parce que comme moi j'avais toujours été la meuf grosse qui plaisait à personne, j'ai dit dis donc là, tu sais le truc où tu te rends pas compte au début, t'es même un peu contente et après tu dis ah oui en fait non c'est bizarre tous ces trucs là. En même temps, ça te donne un petit aperçu de ce que c'est Paris. Bon, c'est pas que ça, bien évidemment, non, heureusement. Non, bien sûr. Mais quand tu viens de la province, t'as peut-être, je sais pas quoi que je vais dire, c'est peut-être moins courant. Mais on va dire que ça arrive. Dans les villages, tout le monde se connaît, donc exactement. Tu fais pas des trucs comme ça. Oui, parce que t'as grandi dans un petit village près de Villefranche-sur-Saône. Ouais. On rappelle aux gens qui peut-être le savent pas. Aujourd'hui, ça y est, tu te sens, t'es parisienne ou pas? Je me sens toujours campagnarde, moi. Ouais. Ouais. Ouais, c'est intéressant parce que du coup, parce que là, ça fait combien de temps maintenant? D'années. Je vais bouger le micro. Il n'y a pas de souci. Ok. J'habite à Paris depuis 15 ans. Ouais, donc ouais. Moi, dès que j'ai commencé à payer des impôts à Paris, je me suis dit, je suis parisien en fait, il n'y a plus d'alternative, quoi. Ouais. Secret. Mais toi, tu sens comment? T'as ta famille encore là où t'as grandi? Oui. Du coup, tu y retournes régulièrement? Ouais. Ouais, c'est important d'avoir ce contact, je pense, de Oui. débrancher de Paris un petit peu. C'est quoi le truc qui t'a le plus saoulé quand t'es arrivé sur Paris, tu sais, après quelques mois, quand tu t'es adapté à la vie parisienne? Je dirais le harcèlement de rue parce que j'avais peur en fait. J'avais peur puisque quand je le vivais, c'était vraiment des gars qui me suivaient complètement. La première année où j'étais à Paris, une fois j'ai dû aller me réfugier dans un bar. Une autre fois, je sors d'un comedy club, je me rappelle, et je rentre chez moi à pied. Donc il était tard puisque on sort les comedy clubs c'est le soir. Oui. Et en sortant, je me rappelle, je vois un gars qui est à ma gauche. Je sens un regard sur moi, donc je regarde, il y a un gars qui me regarde, mais je calcule pas. Et en fait, après, c'était à 10 minutes à pied de chez moi, donc je rentre. Et en fait, au bout d'un moment, je sens que quelqu'un marche derrière moi. Et il y avait son ombre devant moi,
Enfin, nos ombres, enfin, t'as compris, Oui, avec le lampadaire qui était derrière, la science, tout ça. Bien sûr. Et en fait, je me dis, ok, je vais ralentir pour voir si vraiment il me suit. Donc, je fais comme si je sortais quelque chose de ma poche et je ralentis. Et l'ombre ralentit. Ok. Et là, j'accélère, l'ombre accélère. Je dis, ah putain, je me retourne et c'est le gars qui venait de me regarder. Et là, il y avait personne dans la rue, j'étais en panique. Puis j'étais toute jeune, j'avais 19 ans. Et j'arrive chez moi et il y avait quelqu'un qui était en train de rentrer. J'avais pas de badge, il fallait faire le digicode. Et donc, dès que j'ai vu cette personne rentrer, je me suis mise à courir pour pouvoir garder la porte ouverte et la claquer derrière. Il a couru derrière moi, mais il n'a pas réussi à rentrer derrière moi. Et avec le temps, t'as senti que ça a changé ce truc-là ou pas? De mon côté, oui, mais à en croire les témoignages, non. C'est ce que t'entends, ouais. Mais oui, pour moi, j'ai l'impression que ça a changé depuis le confinement. Alors, je suis aussi plus âgée, donc peut-être que j'intéresse moins. Les gars, on va pas se mentir, ils font chier les filles qui sont jeunes, en fait. C'est vrai. Donc, peut-être que je ne suis plus dans leur cible. Donc, moi, je ne le vis quasiment plus, très 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 rare, mais donc j'avais un peu espoir que ça s'était calmé, mais en fait non, c'est juste moi qui le vis moins. Ouais, il suffit d'entendre l'histoire à droite à gauche pour voir que c'est toujours aussi présent, quoi, malheureusement. Donc je disais un peu en intro que tu as fait du théâtre très jeune, quand tu avais 7 ans, c'est ça? Oui. Et est-ce que tu te souviens de la première fois où tu es montée sur scène pour faire des vannes, vraiment toute seule? Tu te souviens de ce moment-là ou pas? Oui. Tu l'as vécu comment? Beaucoup de stress. Ouais. Malgré le fait que tu sois habitué à faire un peu de scène, un peu de théâtre et tout, ça t'a. C'est pas pareil. C'est différent, ça t'a. Quand tu fais du théâtre, t'es avec une troupe et même si tu te plantes, il y a quelqu'un qui peut te récupérer. Là, quand t'es seul sur scène, t'es seul sur scène. Ouais. Et donc ça a été beaucoup de stress. C'était un bide ou c'était une réussite? En fait, ma toute première fois, c'était un casting pour une émission, mais sur une chaîne locale. Ouais. Et ce casting, je l'ai eu alors qu'on était beaucoup. Donc, je suis partie d'une réussite, mais pour, dans cette émission, faire un bide. Ouais. Ok. Oui, c'était le succès du casting, mais après, la finalité, c'était pas joyeux. Et ta première scène, vraiment, tu sais, en comedy club, tu parlais des comedy clubs, tu t'en souviens? C'était où d'ailleurs? C'était dans lequel? Du coup, c'était pas vraiment un comedy club, c'est une scène ouverte. C'est le Changeman Comedy Club. Ok. Et c'était le 3 mars 2008, 9. T'as la date exacte? J'ai une très bonne mémoire. Ouais. C'était à quel jour? Le 3 mars, tu te rappelles? C'était un lundi ou un mardi. Ok, on va vérifier ça, mais je te fais totalement confiance. Et alors, du coup, il faut la bonne année. J'ai eu mon bac en 2007. En 2009, c'était 3 mars 2009. Ok. Je vais regarder, je te fais totalement confiance, je vais absolument pas vérifier, mais je vois que tu as une assurance qui fait que j'ai envie d'y croire, quoi. Que c'était un lundi ou un mardi. J'ai envie qu'on vérifie. Tu veux qu'on vérifie? J'ai envie qu'on vérifie. Vas-y, on va vérifier tout de suite. 3 mars 2009, c'était un quel jour? 3 mars 2009. C'était un mardi. Voilà. Incroyable. Là, je suis impressionné. On peut arrêter là-dessus. Là, ça m'a choqué. Tu vas faire beaucoup de scènes ouvertes. Tu vas multiplier justement ces scènes ouvertes un peu à droite à gauche, qui étaient moins nombreuses qu'aujourd'hui où il y a beaucoup de plateaux justement. Tu bosses en parallèle, j'imagine. Quand plus tu fais des scènes, plus ça te conforte dans l'idée. C'est sûr que tu veux faire ça. Il n'y a plus de doute sur le fait de faire un métier d'humoriste. Oui, mais après, il y a quand même des doutes qui arrivent de temps en temps. Tu vois, j'ai eu une phase... Donc, j'ai commencé en 2008 à faire de la scène, mais moi, c'est mon métier depuis 2016. Je suis devenue intermittente entre-temps, j'avais des jobs alimentaires et justement sur 2014-2015 je me disais de toute évidence je vais jamais réussir à en vivre, donc peut-être qu'il faut que je fasse autre chose et je m'étais intéressée à la mise en scène et j'avais contacté beaucoup de metteurs en scène pour leur demander s'il était possible d'assister à leur travail sans être payé, mais pour voir comment ils travaillaient. Je n'ai jamais eu de réponse et j'ai continué, puis finalement j'ai réussi après à en vivre. Et tu as fait plusieurs métiers alimentaires. Est-ce que ça t'est arrivé, en parallèle de ton métier d'humoriste, de croiser des gens qui t'avaient peut-être vu sur scène, tu sais, avant, dans tes jobs alimentaires, ou pas du tout, tu vois ce que je veux dire? J'ai bossé dans une école, et donc des fois, je voyais des étudiants, Ouais. C'était ça va, ça se passait bien généralement? J'étais pas très à l'aise, mais bon, c'est... Ouais, ça fait partie du truc. Ça fait partie du parcours classique, on va dire.
Tania, je vais te montrer quelques petites photos, 4 petites photos précisément qui font partie de ton parcours. Et tu vas me dire un peu ce que ça t'évoque. Là, ça va être la partie, tu vois, où tu as déjà un peu raconté. Je te donne les dates. Faut que tu me donnes les dates. Tu peux, ça peut être un petit bonus, c'est toujours impressionnant, tu vois. Mais ça va faire partie un peu de la partie où tu vas me dire, ouais, mais ça, je l'ai déjà raconté, tu vois. Mais je vais essayer de te poser des questions un peu différentes de ce que tu as déjà raconté. Je te mets la première photo, je te laisse me dire ce que tu vois. Mustapha et El Atrassi, bien sûr, que j'ai vu en octobre 2008 au Théâtre Le Temple, mais là, je pourrais pas te dire la date exacte. Et c'est en voyant son spectacle, mais du coup dans toutes mes interviews je parle de lui, c'est ouf, il doit avoir des Google Alerts avec mon nom tout le temps, Mustapha. Et en fait c'est en voyant son spectacle que j'ai eu envie de faire ça. Et Mustapha, c'est un homme que je trouve extrêmement brillant. Moi, je voulais te parler de lui parce que c'est un gars que j'aime beaucoup, qui vient en plus de la même région que moi. Donc, tu vois, moi, je viens de Bourges. Ouais, il est tourin, lui. Il est né à Bourges. En fait, après, il a vécu à Tours quasiment toute sa vie. Mais bref, et ça a été une inspiration. Et pour moi, c'est un des meilleurs dans ce métier. T'as vu son dernier spectacle ? Non, je l'ai pas vu. Tu l'as pas vu ? Encore, ouais. Parce que t'as vu, c'est fou de faire ce choix de partir. Alors qu'il en plus, il a une vraie communauté. Il marche très bien quand il fait ce spectacle. Tu sais, ce métier, il rend fou. Je l'ai croisé l'année dernière à Montréal et oui, ce métier rend fou. C'est terrible parce que c'est un métier, on l'aime autant qu'on le déteste. Et donc, mais si j'ai pas regardé ces spectacles, c'est pas que j'avais pas envie, c'est que je suis depuis quelque temps dans une phase où je n'ai plus envie de regarder de stand-up. Ok. Mais je sais que ça va revenir à un moment et il fera partie des premiers spectacles que je regarderai. Et pourquoi tu es dans cette phase justement de plus regarder des spectacles de stand-up ? Parce que j'ai l'impression d'être en overdose de stand-up. Tu vois, quand je joue dans des comédie clubs, et forcément, je vois aussi les passages d'autres et c'est aussi important de regarder ce qui se fait en ce moment. Mais donc, j'en peux plus en fait de voir du stand-up tout le temps. C'est contre-productif, tu penses, d'avoir trop ça en tête ? C'est pas contre-productif, mais j'en ai tellement bouffé que... Je sais pas, c'est... T'as besoin d'une pause. Comme une overdose, vraiment. Ouais, ok, très bien. Je te laisse swiper sur la photo d'après. Le N de Netflix. Le N de Netflix, bien sûr. Donc ça, le tournage, c'était le 25 juillet 2018 avec la sortie 1er janvier 2019. C'est impressionnant quand même, là. Non mais vraiment, je suis choqué, là. De cette partie mémoire incroyable. J'ai une très très bonne mémoire. Bah ouais. Mais c'est pratique, mais c'est pas un cadeau. J'allais dire, est-ce que c'est utile dans la vie de tous les jours ? Pourquoi c'est pas un cadeau ? Parce que tu te rappelles de détails dont t'as vraiment pas besoin. Ah oui, ce genre de truc, ouais. Tu vois, des fois, il y a des trucs, je regarde mon agenda. Et en plus, tu vois, moi, je note pas les anniversaires des gens dans mon téléphone parce que je connais les dates. Okay. Mais je regarde pas tous les jours quelle date on est. Donc des fois j'oublie, mais tu vois, il y a pas longtemps, en avril, le 21 avril, sur mon téléphone, je dis « Ah bah c'est l'anniversaire d'Alizée. » Alizée qui était en classe avec moi au collège. Ok. D'accord. Et je me suis retrouvée à appeler Alizée que je ne vois jamais parce que j'ai vu que c'était son anniversaire. Mais ouais, donc c'est bien, mais bon, ça... Ouais. Mais t'as moins d'excuses du coup si t'oublies. On va dire, ceux qui savent que t'as une bonne mémoire, on peut te dire, bah tu sais très bien que c'était mon anniversaire. Alors c'est ça qui est terrible, c'est qu'il y en a qui vont dire, bah t'as pas une si bonne mémoire que ça. Mais oui, mais en fait je choisis aussi des fois ceux dont j'ai envie de me rappeler. Oui. Des fois j'ai des informations, j'ai pas envie de les avoir, je les ai. Mais si vraiment je me rappelle pas, bah c'est que ça m'intéressait pas en fait, tout simplement. Hein. Ouais, donc c'est un vrai message là pour ceux qui te rappellent pas, c'est que voilà, tout est dit. Mais il faut dire la vérité, il faut être honnête. Donc tournage Netflix, écoute, beaucoup de stress. Ça a été un des derniers gros stress de ma vie. Après je dis non mais en fait je peux pas me mettre dans cet état là chaque fois que je travaille, parce que ça reste un travail en fait de faire des blagues. Et donc voilà, au moins ça m'aura appris ça, beaucoup de stress, parce que tu sais que le truc il reste, ça leur appartient à vie, hein, ce qu'on a fait, hein. Ça m'appartient plus. Mes blagues ne m'appartiennent plus, c'est plus à toi. Et j'étais très contente de ce que j'ai fait, mais si tu me remontes mon passage en entier aujourd'hui, je dirais oh là là, ça pouvait être tellement mieux. Donc très contente de l'avoir fait, mais si ça pouvait être enlevé, on ne serait pas déçus non plus. C'est vrai. Hein. Ouais. Ça a changé quelque chose à ce moment-là de ta carrière, le fait d'être sur Netflix, les retours que tu as eu, d'être dans le milieu ou quoi? Ça m'a donné de la confiance parce que j'ai galéré pendant vraiment longtemps et j'ai commencé à faire du stand-up pur en 2016 et toi j'ai tourné en 2018. Donc ça m'a donné de la confiance, je me suis dit ok, j'ai ma place. Ouais, parce que finalement 2 ans après, comme tu dis, c'est quand même tôt, et un programme comme Netflix qui arrive et qui te choisit, c'est quand même hyper gratifiant. Et on parle de Netflix, on parle un peu de séries. Tu regardes beaucoup de séries toi? Quand même, ouais. Ouais. C'est quoi la dernière série que tu as matée par exemple? La dernière série que j'ai matée,
Putain, je sais plus. En fait, le problème, c'est qu'on est tellement dans une surconsommation. Franchement, la mémoire, je suis un peu déçu. Là. Que... non, mais parce que j'en ai vu plein. Non, c'est vrai. Celle que j'attends l'accorde. de pied ferme, c'est The Handmaid's Tale, la dernière saison, là. Mais après, dans les séries, on est tellement dans une surconsommation. En fait, je regarde plus des séries documentaires sur les histoires de meurtre, tout ça. Bien. Ouais. Ouais, c'est... Non, mais sur Netflix, par contre, c'est super bien fait ce genre de truc. Ouais. Tu vois, franchement. Par exemple, et j'en parlais avec un pote à moi, là, ils ont fait, je sais pas si t'as vu, ils ont fait un truc sur Beckham, là, qui, sur une série docu sur Beckham. Regardé. Et en fait, c'est très marrant parce que ils ont cette réal de comme les documentaires de meurtriers, où tu sais cette réalisation de le protagoniste parle et après il y a un moment de silence avec des plans sur la personne, tu sais, comme pour créer une dramaturgie. Sauf que là, on parlait juste d'un carton rouge que David Beckham a pris, tu vois. Et du coup, il y avait un espèce de truc, un décalage entre la réalisation et le propos qui était un peu bizarre. Ah ouais. Mais sinon, le truc était sympa, quoi, pour ceux qui aiment bien le Beckham et tout. Mais donc ouais, t'aimes bien ce genre de truc. Ouais, j'aime bien, mais par exemple, moi je suis pas fan de Beckham, enfin je suis pas du tout, mais je pense que c'est quelque chose que je vais regarder parce que j'aime bien aussi voir un peu la vie plus en profondeur des gens. Tu vois, j'ai regardé le documentaire, reportage, je sais pas trop comment appeler ça, sur Jennifer Lopez sur Netflix. Je ne suis pas fan de Jennifer Lopez, mais je l'ai regardé, j'ai trouvé ça hyper intéressant de voir les phases par lesquelles elle est passée, où quand elle a commencé à devenir connue, tout le monde parlait de ses fesses. En interview, tout le monde parlait de ses fesses, c'est quand même une dinguerie, avec les gens qui disaient qu'elle était ronde. Mais en fait, les autres actrices étaient tellement maigres. Ouais. Que Jennifer Lopez passe pour une grosse à côté. Ouais, et en fait, on ne lui parlait que de ça. Et ben, je pense que Beckham, tu vas bien aimer. Parce qu'il y a beaucoup cet effet-là, de comment il est arrivé. Il avait cette image de playboy, le beau gosse qui fait du foot. Et c'est fou maintenant de voir le truc où maintenant on s'en fout. Maintenant, les footballeurs sont tellement excentriques que voilà, c'est normal. Mais à ce moment-là, c'était un sujet. Et limite, on lui parlait que de sa nouvelle coupe de cheveux ou de sa relation avec sa femme plutôt que de ses performances sportives, quoi. Donc, voilà. Je pense que ça va être dans le truc. Et ta série préférée all time, ça serait quoi ? Ah bah c'est The Handmaid's Tale. Ouais. D'ailleurs, c'est pour quand tu sais la dernière saison ? J'ai maté il n'y a pas longtemps la saison 6, je crois. Je crois que c'est au mois d'avril. Ah ouais, donc c'est dans quelques mois. Ouais, mais ça fait 2 ans là. Enfin, ça fera 2 ans. Hein. Ouais. T'es toujours à fond dedans ? Ouais. Ouais, tu kiffes toujours autant ? J'ai lu les bouquins aussi. Ah, c'est pour ça, donc t'es une vraie fan du truc. Non, j'ai vu la première saison, après du coup j'ai lu le roman puisque je ne connaissais pas, Et ensuite, Margaret Atwood, ça a tellement cartonné, et elle a écrit un autre roman qui est 15 ans après Gilead, et donc je l'ai lu aussi. Okay. Ah, mais je crois que je sais comment ça se termine. Ils n'ont pas ce projet en plus d'adapter ? Elle est en train de un petit nargage là qui s'est fait. Là. D'adapter le truc 15 ans après ? Non, il y a pas. J'ai cru entendre parler de ça, ça me parle. Non, je sais pas. Est-ce qu'il y a une série que tu fais croire à tout le monde que tu as vu alors que tu n'as jamais vu ? Non, je mens pas. Non, t'as pas ce truc-là. Mais des fois, tu sais, je mens pas du tout, moi, donc je fais pas. C'est pas un mensonge méchant. C'est des trucs où des fois les gens ils vont tellement te saouler. T'as vu ce truc-là ? Et tu sais, tu dis juste oui sans rentrer dans le détail pour pas. Je dis non, ça ne m'intéresse pas. Okay. Ou alors, comme Game of Thrones, tout le monde dit mais t'as pas vu, je suis là, mais pardon, j'ai regardé le premier épisode, il m'a terrifié. Ouais. Donc non, je n'ai pas regardé la suite, excusez-moi. Donc ok, tu joues franc jeu. Ouais. T'as raison. Je te laisse passer sur la photo suivante. Verino. Ah oui, Verino. Évidemment. Verino qui a été mon tout premier producteur. Ah, c'est pour ça qu'il est là. On a signé le 10... Non, je rigole. La vraie. Mais c'était en avril 2017. Quand même. Bah oui, Verino, ça a été... En fait, c'est fou, parce que quand je suis arrivée à Paris et que j'ai commencé à jouer, donc je suis allée voir Mustapha El Atrassi d'abord, et ensuite, quand j'ai regardé un peu l'humour, je suis tombée sur des vidéos de Verino, qui, je crois, avait participé à un concours pour SFR, me semble-t-il. Et je lui avais envoyé un message sur les réseaux, il m'avait répondu, et il jouait son spectacle au Théâtre de 10h, et j'étais allée le voir en janvier 2009, pardon. Mais c'est insupportable, en fait. Tu vois comment c'est chiant. C'est aussi stylé que... Non, je vais pas dire c'est chiant, parce qu'on se connaît pas assez pour dire ça, mais c'est un peu stylé quand même. Mais en vrai, non, ça n'a aucun intérêt. Parce que toi, tu le vis, donc tu trouves moins stylé, mais extérieurement, tu te dis, vraiment, elle a une mémoire incroyable, quoi. Pour des trucs pas fous, peut-être, sûrement. Ouais. Mais bon. Et non, je peux te ressortir des discussions. C'est pour ça que des fois, quand les gens disent des trucs, je dis, pardon ?
Ah oui, parce Ta que là, phrase, ouais. c'était celle-ci. Parce que des dates, c'est un truc, mais vraiment, si t'as la discussion WhatsApp exactement ou la discussion orale, c'est fou. Vraiment. Ouais, je peux ressortir des phrases pour montrer aux gens que ce sont des menteurs. T'es un petit Wikipédia, quoi. Ouais. De la vie. Ouais. Et donc, Vereno, donc voilà, donc on se voyait, je dis beaucoup donc, on se voyait un petit peu sur, notamment au Changement Comedy Club où la plupart des humoristes allaient jouer. On se voyait souvent là-bas, mais on n'était pas potes, quoi. Et moi, je l'ai recontacté en 2016 quand j'ai commencé à faire vraiment du stand-up pur. Et je lui avais envoyé une vidéo pour participer à son plateau Inglorious. Il m'avait dit c'est encore un petit peu trop vert, donc je dis ok. J'ai attendu quelques mois, je lui ai renvoyé une vidéo et là il m'a dit ah oui ok, là ça devient intéressant, et il m'a demandé de faire ça après à partir au grand point virgule, et je l'ai fait, et au final après je l'ai fait tout le temps, et il m'a proposé de me produire quelques mois plus tard, et donc on a bossé de 2017 jusqu'à il y a 2 ans. Ouais, donc ça a été une grande partie de ta vie. C'est lui que je disais que c'est lui que, parce que tu disais que c'est qui t'a fait arrêter vraiment les jobs alimentaires et qui t'a vraiment. Non, ça y est, je bossais déjà plus. Tu bossais déjà plus, t'avais arrêté? Ouais, j'ai j'avais déjà arrêté les jobs alimentaires. Alors, soit tu as mal lu, soit la personne qui a écrit l'article a mal interprété mes propos. Peut-être. Il ne faut pas oublier ça. Je vais dire que j'ai mal lu parce que j'ai pas envie d'incriminer les gens que je ne connais pas, mais et puis j'ai pas la même mémoire que toi. Mais t'as anticipé tout à l'heure une de mes questions, mais maintenant il y a beaucoup, tu parles de plateau, il y a beaucoup de comédie club, beaucoup d'humoristes. Ouais. Moi-même quand je suis sur les réseaux, des fois je vois des passages, tu sais, qui te suggèrent des gens que je connais pas du tout, mais qui sont là. T'en penses quoi de cette multiplication d'humoristes et de plateaux? Tu trouves que c'est bien? Tu trouves que ça dessert? T'as un avis là-dessus? Moi, je trouve que les comédie clubs qui ont ouvert, c'est super, parce que ça, en fait, avant, quand on jouait quand il y avait que des plateaux, on était payé au chapeau, et c'est pas fou. Ça te crée pas un statut. Là, les comédie clubs qui ont ouvert payent les artistes en cachet intermittent. Donc ça permet aussi à des gens, parce qu'il y a des gens qui sont très bons dans ce milieu, qui jouent depuis plusieurs années dans des comédie clubs, mais qui n'ont pas de spectacle, donc ils peuvent pas vraiment vivre de ce métier, ou alors si, mais c'est que de l'argent au black, et c'est pas fou, quoi. Ouais. Donc l'ouverture des comédie clubs a permis de pouvoir créer des statuts à des gens. Ils ont pu obtenir le statut intermittent grâce à ça. Donc ça, je trouve que c'est super. Après, effectivement, il y a beaucoup de gens qui veulent faire du stand-up. Il y a de la place pour tout le monde, mais ça devient beaucoup. Moi, là où je commence à me dire ok, le métier est vraiment en train de changer, c'est que on arrive maintenant dans un monde où il faut absolument qu'on ait un maximum de followers sur les réseaux pour que les gens viennent voir notre spectacle. Et donc, on se retrouve avec de plus en plus de gens qui sortent des vidéos, notamment d'improvisation. Et c'est peut-être Redouane Bougueraba qui a lancé la mode, mais Redouane Bougueraba, en impro, il est excellent. Il est incroyable. C'est vrai. Il est vraiment incroyable. Ses impros elles sont toutes très bonnes. On le voit de toute façon quand on suit sur les réseaux que c'est pas tout le temps la même chose, c'est pas, tu vois, parce que souvent les trucs d'impro c'est la même chose, on va vanner un truc sur le vêtement ou je sais pas quoi, tu vois, voilà, c'est le cliché, quoi, tu vois, voilà. Hyper facile. Ouais. Et donc Redouane a fait ça parce qu'il le fait très bien et il a eu raison de le faire, mais tout le monde, comme ça a marché pour lui, il y en a plein qui ont voulu faire ça. Et donc tu vois maintenant des dizaines de vidéos d'impro qui sortent tous les jours, et vraiment quand je regarde, je me dis mais c'est mauvais. Ouais. Mais c'est objectivement mauvais. En qualité de stand-up, que des gens puissent trouver ça drôle, ok, mais quand tu regardes, les blagues sont faciles, elles ont déjà été entendues 50 fois, c'est mauvais. Mais du coup, toutes ces personnes font aussi grossir leur communauté, et donc il y a beaucoup de gens qui vont les voir, et là, c'est pas très bien ce que je vais dire, mais je le pense, c'est que ça fait vraiment baisser le niveau du stand-up. Les gens vont voir ces personnes-là en se disant, ok, c'est comme si j'étais en train de dire que j'étais excellente, ce n'est pas le cas. En revanche, les personnes qui font ça sont pas incroyables sur scène. Ouais. Et on se retrouve avec des gens qui cartonnent sur les réseaux et qui se disent bah tiens, en fait maintenant j'ai envie de monter sur scène, et qui font des spectacles. Et effectivement, leurs salles sont remplies, ils vendent beaucoup plus de billets que moi, et je le reconnais. Mais je n'ai pas de retour positif. À chaque fois, on me dit bah non, c'était pas ouf. Et en fait, vraiment, ça fait baisser le niveau du stand-up.
Ça me fait, ce que tu me dis, ça me fait. Oh, je vais me faire taper sur la gueule. Hein. Moi, j'ai à la base, on parlait de Verino, il n'y avait pas de. Ouais. Non, mais ce que tu me dis, ça me fait penser à un parallèle avec le. Tu m'as parlé du fait qu'il y avait beaucoup d'humoristes. J'essaie de tester quelqu'un qui a une mémoire incroyable, ce que je raconte. Mais ça me fait penser au parallèle avec le rap, tu sais, où moi j'écoute un peu de rap et tout. Ouais. Et il y a ce truc-là de beaucoup de rappeurs sortent un truc sur les réseaux ou sur TikTok, parce que ça se passe beaucoup là-bas aussi. Et qui va péter et qui va leur faire signer en maison de disque et tout. Mais après, derrière, il n'y a pas la suite, il n'y a pas d'album, ou il n'y a pas un niveau sur scène, ou il n'y a pas de. Tu vois, parce que voilà. Et j'ai l'impression que c'est un peu un parallèle avec les humoristes, c'est un peu le même game. Oui, bien sûr. On va voir dans quelques années. Le tout, c'est de tenir sur plusieurs années. On verra si ça tient. Mais le truc, c'est que. Tu vois, tu dis ça, les gens qui. Donc, ces gens-là peuvent se créer une communauté, les gens vont voir un spectacle, mais s'ils sont déçus, je pense que le bouche à oreille, ça va aussi vite. Donc, est-ce que ces gens peuvent perdurer sur le temps en faisant ce truc de communauté sur les réseaux, mais après faire un deuxième truc, un deuxième spectacle, c'est peut-être pas. En tout cas, les gens qui ont été déçus vont pas y retourner la fois d'après. C'est peut-être le temps qui va faire le tri un peu de tout ça, parce qu'on est dans une mode un peu là de réseau et tout, mais. Et d'ailleurs, pour parler avec plusieurs humoristes, il y a des gens qui sont un peu esclaves, entre guillemets, de jouer ce jeu-là des réseaux, de mettre des passages. Mais bien sûr, alors que moi-même, je le suis. Voilà, alors que pas forcément l'envie de le faire, mais c'est devenu un passage obligé, entre guillemets. Quoi. Ouais. Donc, ouais. Ça, c'est dur parce c'est beaucoup de pression il faut sortir du contenu pour avoir une communauté. Et on est là, mais en fait, on peut pas... Et c'est pour ça, j'ai déjà sorti un truc en impro, mais vraiment, je me disais, mais putain, c'est pas pertinent, c'est de la... Oui, ça a très bien marché dans la salle, mais c'est de la private joke, quoi, ça peut pas... C'est hors contexte. Et donc, il y a d'autres trucs, après, quand je faisais des spectacles, des fois, il m'a été demandé de regarder les impros pour les sortir, et vraiment, je les regardais, je dis, non, faut arrêter de faire ça, c'est pas du tout quali, quoi. D'être obligé de faire ça, effectivement, d'obligé de passer par cette étape-là, si tu veux remplir un minimum les salles, quoi. De temps en temps. Ouais. Je te laisse swiper sur la dernière photo. Tout à fait. Tinder. Ça fait partie des thèmes que tu as explorés dans tes spectacles. Ok. D'ailleurs, qui sont des rencontres que tu as pu faire, qui sont des passages de ton spectacle. Là là, oh là là, qu'est-ce qu'on est bien dans ta chatte. On fait un petit raccourci pour aller vers... Tu vois. Parce que j'allais dire, attends, je suis pas du tout... Parce que ça fait... Alors si, je suis retournée sur Tinder cet été. Enfin, pas sur Tinder, parce que j'ai filé le compte à un pote qui s'était fait bloquer son compte. Putain. Mais je suis allée sur Happen cet été. Et c'était la première fois depuis très longtemps que j'allais sur un truc comme ça. Et Tinder, donc j'imagine que tu fais référence à oh là là, qu'est-ce qu'on a bien dans ta chatte. Par exemple. Je crois qu'il n'y a que ça que j'aborde par rapport à ça. Parce qu'effectivement, j'ai fait un date avec un gars. Tu sais, tu te parles par écrit, tu t'y attends pas. Et quand il arrive, il avait un peu la voix de Mickey. Et c'est pas grave. Ouais, mais après, le mec, il m'a quand même dit que ses 3 derniers dates, il les avait ramenés chez lui, qu'ils avaient couché ensemble et qu'il venait de se faire opérer du pénis. Et j'étais là, mais je ne lui ai même pas posé toutes ces questions. C'est pas ça le sujet, quoi. Ouais. Et t'en penses quoi de ces applications en règle générale, tu fais des rencontres intéressantes ou ce genre de rencontres dont tu viens de parler? Comme je t'ai dit, ça fait très longtemps. Quand j'y suis allée cet été, j'ai fait... Déjà, il y avait des gars qui aussi te disaient tout de suite ce qu'ils voulaient, mais en mode même trop, parce qu'il y a des trucs, t'étais là, en fait, ça ne va même pas impliquer... ça n'a rien à voir avec... Enfin bref, mais beaucoup d'honnêteté en tout cas. J'ai trouvé. C'est bien ça déjà. Ouais, tu vois, il y en a un, il m'a dit voilà, ça fait 15 ans que je suis avec ma meuf, là je suis en vacances, j'ai envie d'en profiter. Je dis merci pour ton honnêteté, maintenant voici la question. Est-elle au courant? Il m'a dit non, je dis bon alors ça sera sans moi mon gars. Et après, j'ai fait 2 dates et tu vois, il y a un truc bizarre, c'est que du coup, je me suis rendu compte qu'en arrivant sur le premier, c'est comme si, comme on se voyait, il fallait qu'on couche ensemble. Ok. Et donc voilà, moi, j'avais pas envie tu sais pas quand tu vas rencontrer la personne. Donc tu arrives sur le date et effectivement, tu parles avec lui, il est sympa et tout, mais t'es là, mais j'ai pas envie. Ouais. Et il a été hyper insistant jusqu'au point où j'ai dû lui dire en fait, si là je couche avec toi, je vais me forcer, hein, sache-le. Okay. Du coup, il me dit non, c'est pas le but. Non, c'est pas le but. Mais il a pas vu les signaux avant, il a fallu vraiment que tu lui dises verbalement que t'avais pas envie, il avait pas compris forcément. Alors, je lui avais dit en plus. Et je lui avais dit, parce qu'il m'a dit qu'il était venu en voiture et même j'étais désolée qu'il se soit déplacé. Et je lui ai dit, je suis désolée que tu te sois déplacé. Enfin, je lui ai tout dit. C'était clair. Mais t'es sûre
insistant. Ok. J'ai dû dire vraiment, si je couche avec toi, je vais me forcer là. Ok. Il avait un projet en tête qui Tout à fait. n'était pas le même que le tien. Qui pouvait être le même que le mien en début de soirée, mais qui ne l'était plus à ce moment-là. Ok, très bien. Je reprends ma tablette si Tout ça à ne fait. te dérange point. On va revenir un peu sur ton spectacle. Tout à fait, parce si- qu'il est vrai que mes dates Tinder, Happen, c'est pas très. Moi c'est pas j'adore très personnellement, je intéressant. voulais vraiment faire une grande partie sur ça, mais je préfère ton spectacle. Les autres que tu joues jusqu'en décembre 2023 à l'Européen Ouais, et un peu partout en France aussi. J'ai vu qu'il y avait quelques dates. ouais, j'ai quelques France. dates de tournée, ouais. On peut les retrouver sur tes réseaux sociaux, il y a tout ce qu'il y a tout ce qu'il faut, pardon. Est-ce que c'était une évidence pour toi quand tu as commencé à d'écrire sur ta vie, sur tes expériences de vie, plutôt que d'écrire sur des sujets sociétaux, je sais pas, tu vois. Quand j'ai commencé, non, parce que je faisais plutôt de l'humour absurde. Ouais. Mais après, quand j'ai commencé à faire vraiment du stand-up, oui. C'était évident, ouais, c'était plus Ouais. simple, c'était ce qui te parlait, ce qui allait potentiellement parler à d'autres gens. C'est ça. Le truc, ok. L'idée que les gens puissent s'identifier quand je parle. Et donc ce spectacle, les autres, il est né, si je dis pas de bêtises, un peu pendant la période Covid, où tu devais écrire, et donc tu as ce truc-là de se dire, on vit tous un peu à travers le regard des gens, et donc ce que je peux écrire là-dessus, ça va forcément un peu parler aux gens, j'imagine. Tu l'as fait évoluer, ce spectacle, parce que tu le joues depuis combien de temps là, 2 ans, quelque chose comme ça, non? Je le joue depuis le 11 septembre. Mes questions seront que à base de dates maintenant. C'est tout C'était ce qui à quand m'intéresse. Non, c'était peut-être le 10 septembre d'ailleurs. Depuis septembre 2021. Alors en vrai, l'idée de ça, de les autres, tout ça, Ouais. c'est venu pendant le Covid, mais Ok. l'écriture a eu lieu après. Ah, ok. J'ai écrit le spectacle justement sur l'été 2021. Ok. Et donc je le joue depuis 2021 et je l'arrête en mars 2024. Ok. Et est-ce que toi, en jouant ce spectacle, en l'écrivant, etc., ça t'a aidé à ne plus vivre, entre guillemets, même si je ne sais pas si tu le faisais à 100% ou de temps en temps, bref, comme tout le monde, au travers du regard des gens, à moins te préoccuper de ça? Est-ce que ça t'a un peu exorcisé ce truc? Il y a une partie de moi qui effectivement ne vit pas du tout à travers ça, sinon je raconterais pas tout ce que Ouais, je bien sûr. raconte, parce que c'est quand même assez honteux, j'ai des anecdotes assez honteuses. Après, évidemment, il y a toujours, j'ai toujours une part de sensibilité. Mhm. Non, ça va surtout être les jugements sur les réseaux qui peuvent être compliqués. Donc là, effectivement, il y a des choses qui peuvent me toucher. Tu vois, par exemple, hier, parce que j'ai sorti un extrait d'une chronique dans laquelle je parle de Gérard Depardieu. Hier, dans les commentaires, je me suis tapé un et pourtant, tu as essayé de faire aussi la promotion canapé, je sais pas quoi. Je dis, mais en quelle année? Ah oui, d'accord. Et du coup, après, il nous a sorti une statistique officielle, 80% des femmes couchent pour avoir un emploi. Il y a beaucoup de gens qui ont du temps à perdre. Ouais, sur mais les tu réseaux. sais, moi, ça me blesse en Ah fait. bah oui, normal, parce que les gens oublient ça. Lui, il pense que moi, j'ai couché pour faire ça. Ouais. Et d'ailleurs, il y a même des gens, tout le monde connaît Verino dans le milieu, et bon, il y a quand même des gens qui ont eu le toupet de me demander si j'avais couché avec lui pour qu'il me signe. Ok. Ouais. Et je trouve ça fou en fait, parce que pour eux ça peut être une blague, ça peut être, mais en fait derrière il y en a beaucoup qui pensent ça et c'est pas drôle. Bah non, C'est pas complètement, drôle. ouais. C'est avec sa femme que j'ai couché. Tout le monde le sait, et c'était une évidence. Ouais. C'était quelle date d'ailleurs, pour être sûr. Mais ok, est-ce qu'il y a des gens qui t'ont fait des retours qui ont vu ton spectacle, qui t'ont fait des retours et qui ont peut-être changé d'avis sur des trucs, ou t'as fait, parce que tu parles de sujets aussi féminins, de perte blanche, de règles, etc., des choses que pas tout le monde n'aborde finalement. Est-ce que t'as vu des gens qui t'ont dit c'est cool d'en avoir parlé, ou tu sais, d'avoir libéré un espèce de truc? T'as eu des retours comme ça ou pas? Bah, il y en a beaucoup qui me disent que c'est cool d'en parler, Ouais. mais après, en principe, les gens qui viennent me voir, ils connaissent un peu, ils savent ce que je fais, Ouais. donc ils sont déjà ouverts à ces sujets et à ces problématiques. Et après, en comédie club, les gens, ils viennent pas vraiment te dire après ce genre Oui. de trucs. Ouais, c'est plus quand t'es sur un spectacle entier que les gens peuvent te faire des retours plutôt que sur un passage, j'imagine. Ouais, mais bon, ils vont pas me dire ça a fait changer ma vision. J'ai pas, je crois pas. Et t'as senti un changement entre le début où t'as commencé le spectacle et maintenant sur ces sujets-là? On en parle de plus en plus ou pas? Que ce soit dans l'humour ou...
Sur les sujets vraiment féminins comme les pertes blanches. Par exemple. Les pertes blanches, j'ai pas entendu d'autres personnes en parler, mais peut-être que c'est le cas. Après, il y a eu beaucoup de sketchs sur les règles et ce qui m'énerve, c'est que du coup, il y a plein de gens qui disent toutes les meufs parlent de leurs règles. T'es là, oui, mais peut-être, écoute, les sketchs, peut-être qu'il y en a, ils sont pas du tout pertinents, mais les blagues ne sont pas les mêmes. Moi-même, j'ai sorti un passage sur les règles que j'ai reposté en story ce week-end, mais je parle pas des règles Enfin, j'explique pas. Je parle pas de trucs dégueulasses. Je raconte comment tu te retrouves confronté à une boîte de tampons pour la première fois de ta vie et que sur le schéma, la meuf, elle a son pied posé sur la cuvette. Tu te dis d'accord, donc en plus, je dois me déchausser. Et la première fois où je suis allée à la piscine avec mon père et que ma mère m'avait donné cette boîte de tampons sans m'expliquer comment ça marchait et que je l'avais mal enfoncée et que je suis sortie de l'eau et qu'il y avait du sang partout et que c'était la honte. C'était la honte, vraiment. Et je l'ai hyper mal vécu. Donc, tu vois, moi, je parle de ça. Il y en a d'autres, elles peuvent raconter d'autres anecdotes. Donc, oui, c'est le sujet des règles, mais le fond, c'est surtout la honte et c'est surtout ce qu'on vit. C'est plus le fond que la forme qu'il faut regarder plus en détail. Quoi. Oui. Mais en plus, tout comme les hommes peuvent parler de sujets, très souvent la même chose. Tu vois, ça peut arriver aussi qu'ils aient des sujets phares et que plusieurs humoristes hommes sortent la même chose. Et, ça pose moins de problèmes. Quoi. Tu vois, je parlais encore avec un gars qui veut faire du stand-up et il me disait je voulais parler de mon examen chez le proctologue, mais j'ai vu qu'il y en a déjà qui ont des blagues dessus. Et je dis oui, parce que tous les gars qui vont chez le proctologue font un sketch dessus et c'est pas grave. Mais personne ne le fait remarquer. Alors que nous, dès qu'on va parler d'un truc féminin, c'est elles parlent toutes de ça. Et ça a pas changé ces commentaires-là. Non, justement. Ça n'a pas changé. Ça n'a pas évolué. Non. Okay. Et tu as joué dans pas mal de pays différents. Est-ce qu'il y a une différence au niveau des spectateurs quand tu joues au Canada ou ailleurs sur ces sujets-là? Tu sens que ça réagit différemment ou les gens sont plus ouverts Au Canada, les gens sont beaucoup plus ouverts parce que déjà, le stand-up, c'est beaucoup plus ancien là-bas. Il y a beaucoup plus de femmes aussi qui jouent. Et les femmes, c'est des Nord-Américains et les Nord-Américains, ils y vont. Et tu vois, les Américaines, elles... Pardon, je me suis éloignée. Les Américaines, elles rentrent vraiment dedans, quoi. Et les Canadiennes sont aussi des Nord-Américaines et elles ont la même culture. Et donc, elles ont beaucoup moins peur, mais parce qu'elles se font aussi beaucoup moins juger. Donc, elles y vont. C'est plus simple. Effectivement, moi, il y a des blagues qui passaient pas trop en France. Quand je les jouais au Canada, c'était vraiment autre chose. Ça passait, c'était compris. Compris. Et après, il y en a que j'ai pu reprendre en France parce que les gens, ça y est, il y avait eu une évolution de OK, elle a un peu le droit de dire ça quand même. D'accord, donc tu as senti quand même une petite évolution sur certains sujets. Bien sûr. Par rapport au début et maintenant. Oui. Heureusement, c'est déjà ça. Tu as joué en Thaïlande il y a pas longtemps? Ouais. Raconte-nous un peu ça. J'ai suivi un peu tes aventures sur Instagram. Ouais, je suis allée jouer. Enfin, j'ai fait Thaïlande, Hong Kong et Singapour. Mais j'ai joué devant des expats français. Oui. Donc j'ai quand même joué devant des Français. Ou peut-être pas français, mais en tout cas francophones, quoi. Écoute, c'était chouette. C'était chouette. Cool. Ouais. C'est le public justement d'expatriés ou de francophones, c'est le même que tu peux rencontrer ici ou pas du tout? Non, parce que ici, on va dire que les gens qui vont venir te voir, c'est des gens qui veulent vraiment venir te voir. Là-bas, tu vas avoir des gens qui te connaissent déjà et qui veulent vraiment venir te voir. Les autres qui viennent te voir, c'est des gens qui disent il y a un spectacle en français, je suis français, du coup j'ai envie d'y aller. Donc c'est des gens qui sont déjà qui s'ils habitaient en France, peut-être qu'ils viendraient pas te voir. Donc il va falloir aller les chercher plus que ton public. Ok, ils viennent juste voir, ça leur rappelle un peu le pays, mais peu importe l'humoriste qui passe entre guillemets, quoi. Oui, c'est ça, peu importe, ils iront voir. Ok, et les pays en question, comment t'as vécu? T'avais déjà été dans ces... J'étais jamais allée en Asie. T'avais jamais été en Asie du tout? Et ça a été, t'as aimé? C'était cool? J'ai adoré la Thaïlande. Hong Kong, j'y suis restée moins de 24 heures, donc je ne peux pas me prononcer. Et Singapour, j'ai trouvé la ville très belle. En revanche... il y a des QR codes sur les murs pour dénoncer les gens et ça, moi, c'est pas possible. Ah ouais? Ouais. Carrément? Ouais. C'est ouf. Et c'est-à-dire que, tu vois, par exemple, c'est interdit de mâcher du chewing-gum dans le métro. D'accord. Donc, si là, t'es en train de mâcher un chewing-gum et qu'on est dans le métro, je te prends en photo. Et ensuite, j'upload la photo sur ce QR code. C'est ouf. Ouais. Et genre, t'as vu des gens faire ça? Non.
Tu l'as pas vu? Non, mais des expats m'ont raconté et c'est vraiment des choses qui se pratiquent. Ça se fait pas régulièrement. Putain, Oui, c'est fou. ils naissent et ils grandissent avec le principe de délation, quoi. Putain, ouais, c'est dingue. Je connaissais pas du tout ce truc-là. Là. C'est fou, ouais. Je l'ai découvert en arrivant là-bas. Ouais, putain, c'est ouais. Tu vois le décalage, ouais. Ok. Et c'est quoi le pays en dehors de la France dans lequel t'aimes le plus jouer? Donc du coup, c'est quoi? C'est le Canada, c'est Montréal? Ouais, je dirais que c'est le Canada. Ouais, c'est le Canada. Ouais. Parce que comme tu le disais, il y a cette culture, cette ambiance, peut-être le pays même en lui-même, le Canada, que t'aimes bien, les gens. J'aime beaucoup Montréal, ouais. J'aime Ouais. vraiment beaucoup Montréal, surtout. Parce que je peux pas parler du pays, je le connais pas vraiment. D'accord. J'ai fait quelques villes du Québec, mais pas beaucoup. Mais donc, j'aime vraiment Montréal. Et après, j'adore les Belges aussi. Ok. Ouais. Public belge? Ou la Ouais. Belgique en général? Bon, déjà, j'adore la Belgique. Je trouve Ok. que c'est un pays magnifique. Et les Belges, je les trouve aussi plus ouverts. Ok, très bien. Tu devrais faire un bout de carrière, justement, par exemple, à Montréal, tu sais, et jouer que là-bas. Je sais pas, tu sais, l'espace d'un temps, quoi. Genre, je sais pas, 2 ans, jouer que là-bas tout le temps et venir en France de temps en temps. Tu devrais faire ça ou pas du tout? Ou pas J'aurais d'intérêt? pu me voir faire ça si j'avais découvert Montréal plus tôt. J'aurais pu avoir envie de faire ça. Aujourd'hui, c'est pas mon envie. C'est plus, ouais. Mais ouais, non. Mais quand j'y vais minimum 1 mois. Mais y aller, par exemple, 2-3 mois, ça, ouais. Ça, oui. Ok. Mais 1 ou 2 ans, non. Ok. Déjà, je pense que je ne survivrai pas l'hiver. Ah oui. Oui, c'est vrai. Il y a ce paramètre-là, c'est clair. Alors, il paraît que c'est pas si terrible qu'on le croit, mais ça m'effraie. Ouais, j'ai une pote qui vit là-bas et effectivement, qui est expatriée depuis 3 ans, je crois maintenant, et qui me dit non, mais en fait, c'est normal, quoi. Juste, quand tu sais que tu vas le vivre, t'es préparé mentalement, tu vois. Donc, c'est pas si pire que c'est pas Non, aussi mais horrible que ça. Ils sont équipés, Voilà, tout est hyper exactement. bien fait, tout est hyper bien isolé. Exactement, c'est ça. Il y a un lieu ou une salle. Je sais que t'es pas fan. Ton rêve, c'est pas de jouer dans des grandes salles. Pour toi, c'est un peu l'idée. C'est pas de garder une distance un peu intimiste quand tu joues un spectacle. Il y a un lieu ou une salle dans lequel t'aimerais jouer, t'as pas encore joué? Pour mon spectacle, j'y ai joué en première partie, mais j'ai pas joué mon spectacle. C'est le Théâtre Antoine, et justement, j'y joue au mois de mars. C'est Ok. vraiment le théâtre dans lequel je rêve de jouer depuis plusieurs années. Ok. Et donc, oui, parce que c'est vrai que par rapport à l'image, la plupart des gens rêvent de l'Olympia. Mais Ouais. je sais pas, moi, j'ai jamais rêvé de l'Olympia. Je préfère. Et c'est pas une question oui, mais c'est parce que tu pourrais pas le remplir. Ça n'a rien à voir. Ah ouais, non, C'est oui. que je préférerais jouer 3 soirs, par exemple, dans une 400 ou 500 places, que un soir dans une 2000. Mm. Parce que justement, tu es très loin des gens. Ça veut pas dire que je le ferai jamais, hein, mais je préfère jouer dans des plus petites salles, ouais. Ok, très bien. Donc, du coup, tu joues au mois de mars, donc ça va être un petit truc de cocher. Ouais. À ce moment-là, nickel. Tania, on fait une petite pause. On va faire un petit jeu que j'ai Ouais. fait avec tous mes invités. D'accord. Qui s'appelle le Quiz Art. C'est un quiz de rapidité Mhm. sur l'art en général, des questions très très simples. D'accord. T'as 1 minute top chrono pour me donner le maximum de bonnes réponses. Ok. Pourquoi cette pression? Parce que j'aime bien. C'est ça. Parce qu'en fait, tu sais, vu que c'est tellement facile, Ouais. eh ben, faut un petit enjeu, tu vois. Si je te pose des questions comme ça, tu vas me dire oui, bah ça, c'est nul, tu vois. Donc il faut un petit timing. Il y a pour, combien de questions? Il y a un nombre de questions. J'ai pas de nombre. En fait, c'est vraiment le temps généralement. Je vais jamais à la fin des questions généralement. Bah, il y a bien un nombre. Là, il y en a, tu veux que je te dise, il y en a 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, il y en a 20. Ben, tu penses que tu peux aller jusqu'au 20? Là, pour l'instant, le maximum, c'est 14. Pour te donner un ordre 20, d'idée. ça fait 3 secondes par question. Retiens bien cette date, par contre. On est vendredi 13 octobre Oui. 2023. Donc, est-ce que tu te sens? Est-ce qu'on y va? Allez, on y va. Je vais mettre le chronomètre. Le chronomètre, putain, ce mot. Tania, est-ce que tu peux me citer, s'il te plaît? Attends, on va mettre. Non, mais tu te fous de moi Quoi? déjà, ta Non. question, la façon dont tu la poses, ça dure plus de 3 secondes. Non, donc, parce que en regarde, termes de timing, déjà, je peux pas, en fait. je lance le J'ai mais t'as 3 vu secondes par J'ai question. j'ai lancé le chrono. Dès que je parle, pas quand je te dis Tania, est-ce que tu peux me citer? Là, le chrono, il est pas parti, attention. Ok. C'est vraiment quand je dis cite-moi, c'est quand je commence le. Je vais même dire, je vais te demander 3 films là. Déjà, t'as vu, je te donne un petit truc avec une personne. Ok? Leonardo DiCaprio. Non.
Est-ce que tu peux me citer, s'il te plaît, 3 films avec Kate Winslet? Bon, bah, Titanic, Les Noces Rebelles et The Reader. Ok, un humoriste français. Mustapha El Atrassi. Une série Netflix. Il y en a plein. Tu peux passer si tu veux. Mais non, je passe pas. Tu passes pas. Cœur mes couilles. Cœur mes couilles. Non. Oh, c'est vulgaire. Plan cœur, tu voulais dire. Plan cœur. Un dessin animé Disney. Eh ben, Blanche-Neige. Une chanteuse française. Mylène Farmer. Un film avec Jean Dujardin. The Artist. Un film sans Jean Dujardin. Mais c'est piège. Bah, il y en a plein. Oui. Les Noces Rebelles. Un animateur sur TF1. Nikos Aliagas. Un film Marvel. Les Travelers. Putain, j'allais les voir aussi. Passons. Une émission de radio. Zoom Zoom Zen. Un télécrochet à la télé. Amour, gloire et beauté. Beauté. C'est pas un télécrochet? Non, c'est pas un télécrochet. Ah non, Love Story, Secret Story. The Voice, Starac, c'est un truc de chant. Pardon, ok. C'est un truc de chant. Non, télécrochet, c'est pas un truc de chant, c'est plutôt une émission en mode. Ah, mais pour moi, pas c'est une que émission sur de le chant. Ah ouais? Non, je crois pas que ce soit que. Je sais, j'ai confondu avec un autre truc. Oh là. Pour moi, c'est vraiment. Est-ce que tu, Anthony, qui a. Télécrochet, pour moi, c'est quoi? Concours de chant. Merci, concours de chant. Un télécrochet, c'est un concours de chant? Alors, tu vois, je le découvre. Oh là là, putain, j'aime. Bah après, Amour, gloire et beauté, voilà, on était pas très loin. Comment ça s'appelle alors toutes ces séries qui durent. Telenovelas. Ah, les soaps. Les soaps soaps américains. Les Feux de l'amour, bien sûr. Oui, parce que les telenovelas, c'est les séries mexicaines. Exactement. Tout ça, ok. Exactement. Putain, alors télécrochet, putain, tu vois, je ne savais pas que ça concernait que la musique. Ouais. C'est un terme très télévisuel, même en j'imagine. l'occurrence, c'est pas musique, c'est chant. Ouais, c'est concours de chant. Ouais, Starac, The Voice, en fait, ces trucs-là. Incroyable. Popstar, eh bien, tu vois, tu me l'apprends. Eh ben, j'ai l'impression d'être stupide. Non, mais en fait, j'ai l'impression que ce terme, très peu de gens l'utilisent. À part Nikos, quoi. C'est-à-dire que c'est pas tous les jours qu'on dit t'as regardé le télécrochet. Hein. Non, ça arrive. On dit tout de suite le titre de l'émission. Tu dois avoir les jours. Je pense que tu peux retenir les jours où tu utilises le télécrochet pour le coup, tellement c'est rare. Ouais. Et attends, coup, les Marvel. Les Marvel, Avengers, c'est ça que tu voulais dire? Bah évidemment. Ouais, Avengers. Mais écoute, moi c'est bien simple, quand il y a un chrono, ça me met une pression. Bah oui. Et parce donc que tes là, questions étaient faciles, mais ça m'a mis. Voilà. Tu te rends compte que pour Netflix, j'en ai pas trouvé une alors qu'il y en a 150 000. Bah, Plan mes couilles, c'est quand même une série phare de Netflix. Ouais, mais franchement. J'ai dit mes couilles, ça c'est pas bien. Je te la compte parce qu'on voit ce que tu voulais dire. Enfin, moi, j'ai vu ce que tu voulais dire, quoi. Attends, on va compter quand même. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8, 9. 9 bonnes réponses. Bon, ouais, tu sais quoi? Je vais même te dire 10 parce que je te compte le Marvel. Parce que c'était marrant. Donc, j'ai dit les Travelers. C'était marrant, donc je la prends. Ça me va. 10 bonnes réponses, c'est pas mal quand même. En vrai. Je te dis que le meilleur score, c'était 14, t'as vu? 14. C'était Masca, le premier invité de cette saison, et il m'a répondu vraiment tac au tac. J'étais choqué. Alors qu'il me disait juste avant, tu sais, il a fait cette technique de. Tu sais, moi, je suis pas très bon à ces trucs-là. Et puis, il a répondu du tac au tac à toutes les questions. On parle de Zoom Zoom Zen sur France Inter, émission où tu fais des chroniques un peu plus générales, pas forcément des trucs qui te concernent directement, contrairement à ton spectacle. Ouais. Est-ce que c'est plus simple d'écrire un billet de 5 minutes sur un sujet donné que sur ta vie perso? On va dire qu'il y a avantage et inconvénient. Ça va être plus simple d'écrire sur un sujet donné dans le sens où dans d'autres émissions il faut faire des billets d'humeur et du coup j'ai déjà fait un remplacement donc j'en ai fait un, je sais pas du tout quoi raconter parce que du coup tu peux dire ce que tu veux. Donc là ça va être plus simple parce que nous on a un sujet donné dans l'émission Zoom Zoom Zen. Après je préfère raconter des anecdotes que j'ai vécues sur scène en vrai. C'est plus ça te parle plus, j'imagine? Ouais, c'est surtout que des fois je me retrouve un peu bloquée avec certains sujets qui sont pas faciles à traiter. Ouais, j'imagine. Il y a un truc qui te vient là qui a été vraiment compliqué où t'as dû te creuser la tête pour. J'en ai eu plusieurs. J'ai eu le travail forcé, j'ai galéré. J'ai eu sur la pauvreté et franchement, qui a envie de faire des blagues sur les gens pauvres? Et la semaine dernière, c'était la révolte par rapport aux violences policières. Ok. Bah pareil, j'ai vraiment galéré. Et est-ce que tu vois le fait de galérer sur ces sujets-là, est-ce que ça t'apprend, enfin je sais pas, tu sais, dans ton écriture, ça t'aide
après avoir galéré à, je sais pas, à développer des trucs, tu sais, à écrire plus facilement d'autres sujets plus simples ou pas? Non, pas forcément. Non, pas forcément. Mais en fait, quand on galère aussi, on va trouver le moyen de contourner. Ouais, ok. Mais on peut pas le faire tout le temps, quoi. Ouais, j'imagine. Tu devrais te faire un spectacle uniquement de sujets sociétaux qui te parlent, bien sûr, pas des sujets aussi vagues, aussi généraux que ça, mais moins sur ta vie, c'est dans l'avenir ou pas, ou non? Un spectacle entier, non, parce que c'est un peu lourd quand même. Ouais. Ouais. Ça serait pas toi? Bah, je pourrais, mais pour en avoir déjà abordé des sujets très très sociétaux, c'est un petit peu lourd en vrai à porter. Donc, des fois, raconter un date dans les catacombes, c'est beaucoup plus simple. C'est plus simple, c'est plus léger, ouais, je te l'accorde. T'as fait aussi des chroniques en télé. Ouais. C'est un média que tu consommes encore, la télé? Tu regardes encore souvent la télé J'ai ou pas pas? de télé. T'as pas de télé? Non, j'ai pas de télé, donc des fois je peux regarder, et encore ça m'arrive jamais, mais si je regarde c'est du replay sur mon ordi, mais j'ai pas de télé. Ok. Est-ce que tu sais que c'est des trucs que tu as pas regardé, ça t'intéresse pas, c'est une perte de temps ou... Ouais, parce que quand je vais chez mes parents et que je me mets devant la télé, je trouve que les programmes sont... Pas quali? Non. Ouais. Non, la seule chaîne sur laquelle je vais le plus m'arrêter, c'est Arte, parce que sinon, les autres trucs, je me dis putain, mais c'est quand même extrêmement abrutissant, quoi. Donc, non, j'aime pas trop la télé. T'as une émission de ton enfance que tu regardais, qui t'a marqué? Mais émission ou série ou... Ce qui passe à la télé. Est-ce que tu regardais à la télé? Mais moi, je regardais les pires trucs. Moi, j'étais fan de Les filles d'à côté. Ah oui, les filles d'à côté. Gérard et les filles d'à côté. Ah ouais, ça j'adorais, Ouais. Premier baiser. C'est vrai. Hélène et les garçons. Oui, bah oui. J'étais Évidemment. fan. Évidemment. Mais j'étais petite. Bah oui, mais c'était une période. Bah après, c'était une période aussi, ça. C'est comme tu parlais de Britney C'était Spears une tout à l'heure, grosse c'était une grosse période, période. ouais. J'ai vu que tu avais parlé, je sais plus dans quelle interview, de Pékin Express. Mhm. C'est un truc que t'aimes bien, ce genre de truc? Pour le coup? Ouais, c'est une émission. Bah alors, je ne regarde plus, mais j'ai regardé. C'est une émission Ouais. que je trouve intéressante. Parce que apparemment, tu t'es même inscrit, je crois, avec. J'avais essayé T'avais avec une amie, ouais. C'était il y a très longtemps, ça Ouais. peut bien faire 10 ans. Mais on n'avait pas du tout été appelés. Mais Pékin Express, pour le coup, c'est une émission que je trouve intéressante. Ouais, Enfin, c'est... Je sais pas, les gens doivent se débrouiller. Quand je dis intéressant, c'est évidemment comparé à oui, au reste du... la télé-réalité. Bah ouais, parce que tu vois, moi je l'associe pas forcément à Moi, c'est le seul truc que je regarde vraiment à la télé, tu vois, Pékin Express. Enfin, que je peux regarder, genre, je me dis c'est un petit rendez-vous, tu vois. Parce que j'aime bien ce truc-là de voyage et tout, de rencontre avec les locaux et tout, tu vois. Même si ça reste une émission de télé, c'est encadré, on se doute bien, tu vois. Oui, ouais. Tu vois, faut pas être naïf non plus, tu vois, mais bon, j'aime bien ce truc-là. On découvre quand même des choses en vrai, sur des pays qu'on connaît pas, si on n'a pas la chance de pouvoir y aller et tout. Donc, j'aime bien ce truc-là. Après, si, moi, il y a une émission que j'adore, mais pareil, je la regarde plus, mais je l'avais regardée avec mon ex, c'était pour la dernière fois, c'est L'amour est dans le pré. Ah, ok. Cette émission, j'adore cette émission, et je trouve ça beau, et à chaque fois, bon, alors des fois, il y a des trucs vraiment abusés, mais je sais pas, ouais, j'aime bien cette émission. Ça te touche? Ouais. Ouais. Elle est mignonne. Ouais, elle est mignonne, c'est vrai, c'est clair. Ouais. Tu pourrais faire Rendez-vous en terre inconnue? Pourquoi pas? Ouais. C'est vrai, c'est un programme que j'aime beaucoup, moi aussi, qui est intéressant. Bah ouais, c'est intéressant. Pour le coup, carrément. C'est intéressant. Et on parle un petit peu de cinéma. Ça t'intéresserait de faire un long métrage, toi, en tant que réal, faire un vrai projet que tu montes de A à Z? Alors, en tant que réal, il y a quelques années, j'aurais dit oui. Aujourd'hui, je sais pas, mais en tant que scénariste, oui. Ok. Ouais, mais réal, si j'en fais, je passerai d'abord par des courts-métrages, par des trucs comme ça, parce que aujourd'hui, tout le monde veut se dire réal. Et il y a de plus en plus, d'ailleurs, même d'artistes comme ça, qui font du stand-up ou autres, qui disent ok, maintenant je réalise, mais c'est un taf, hein. Ouais, bien sûr. Carrément. Mais plutôt scénariste. Plutôt scénariste. Ouais. Il y a des projets dans un avenir plus ou moins proche? Ben, j'aimerais, j'ai des idées, mais je sais pas si c'est par peur ou par flemme, j'ai pas vraiment trouvé le temps de m'y consacrer. De te lancer, ouais. Pendant les confinements, j'ai écrit un peu des choses par rapport à ça, mais c'est des choses où il faut retravailler, je n'ai pas retravaillé. D'accord.
Peut-être plus tard. Ouais. Qui sait. Tu vas encore au cinéma, toi ? Non, à côté punaise de lit, elle voit tous les films gratuitement. C'est vrai, purée. J'ai même pas vu Barbie. T'as pas vu Barbie ? Non. Purée. Je pense qu'il sera pas longtemps en VOD ou enfin sur Canal ou un truc comme ça là. Il est sur Canal. Je pense qu'il va pas tarder, je pense. Je pense que d'ici le début d'année, il y sera. Et il y a un film qui vient de sortir avec DiCaprio. T'as toutes les Ah oui, punaises de lit là, qui Scorsese, sont sur leur truc en train de regarder, je peux pas. Ouais, moi aussi, il y a beaucoup de films que je vois, mais ça m'a vraiment freiné ce truc-là. Les punaises Ouais. de lit, bah oui. Ouais, franchement. Moi, j'en ai déjà eu, je ne veux pas revivre Ah ouais ça. Ah ouais, donc tu sais vraiment ce que c'est. Je sais vraiment ce que c'est. Putain. Et donc, non, j'ai peur, quoi. Ouais, Traiter j'avoue. les salles, enfin. Ouais, et tout, hein, les transports et tout. Hein. Franchement, traiter les trucs comme ça devrait être. Ouais. Ton film classique, est-ce que c'est toujours Dirty Dancing ? Ouais, j'avoue. Ouais, c'est toujours ça bouge pas. Ouais, non. Ça fait partie du film, tu peux mater. Mais sans parce problème. que c'est aussi. S'il sortait aujourd'hui, vraiment, peut-être qu'en le voyant, je dirais, mais qu'est-ce que c'est que ça ? Mais. Petite Madeleine je l'ai de découvert quand j'étais petite. Ouais. Donc, Forcément. c'est Et l'attachement. tu te souviens de la dernière claque cinéma que tu t'es prise ? Enfin, film en général, en vrai. Je te dis cinéma, mais ça peut être un film que tu as vu sur une plateforme. Parce que je sais que ça m'a le film Birdman, j'ai pas tant kiffé l'histoire, Ouais. mais en fait je crois qu'au bout de 10 minutes j'écoutais même plus, j'étais concentrée sur la réal et pour voir où il faisait ses cuts et je trouvais ça incroyable. Ok. Tous les plans séquences là de je sais pas combien de minutes, je trouvais ça fou. Et ça vraiment je sortais en me disant putain c'est... Ça t'a marqué ? Ouais. Ok. Très bien. Tania, on va passer à la séquence Frat Pack. Tu sais tu connais le Frat Pack ? Tu sais ce que c'est le Frat Pack à l'origine ? Non. Peut-être apprendre un autre truc avec les télécrochets. C'est une légende plus ou moins assumée d'acteurs américains, style Ben Stiller, Will Ferrell, Owen Wilson, tu sais, tout ce groupe-là, Seth Rogen, etc., qui ont fait le pacte de s'entraider au début de leur carrière dans les films et de se faire jouer les uns les autres dans les films. En fait, t'as un peu ce truc-là en France, en fait, finalement, avec Philippe Lachaud, tu sais, qui joue en bande, ou Guillaume Canet qui joue souvent avec les mêmes personnes, tu vois. Et en gros, c'est ça le Frat Pack, c'est une espèce de solidarité entre potes, tu vois. Et donc, on va mettre un peu ça à l'honneur avec 2-3 petites questions que je vais te poser. Est-ce que tu pourrais me dire, c'est quoi ta plus grande source de motivation aujourd'hui ? Ça n'a rien à voir avec ce dont tu m'as parlé juste avant. Hein. Ouais, voilà. Tu me parles d'impact et après, c'est quoi ta grande source Non, tu sais pourquoi d'émotion aujourd'hui ? Pourquoi je te dis ça ? Parce que souvent, c'est associé à des personnes et donc il y a un lien entre personnes. C'est pour ça que je dis ça. Mais là, tout de suite, c'est vrai que... bon, après, tu me l'as fait remarquer. Qu'est-ce que je vais dire à ça ? Finalement, parce que tu as un peu raison. Vendu comme je te l'ai vendu, c'est vrai que c'était pas très clair. Donc, ma plus grande source d'émotion aujourd'hui. De motivation. De motivation. De motivation. De motivation. Continuer à l'écriture pour avoir une carrière longue. Ok. C'est ce qui te motive aujourd'hui le plus. Ouais, pour pas retourner bosser au Buffalo Grill, quoi. Ok, c'est mieux. Est-ce qu'il y a une personne que tu as rencontrée dans ta carrière qui t'a inspiré, qui t'a motivé d'une quelconque manière ? Je dirais Shirley Soignon. Ok. Dans le sens où je trouve que tout ce qu'elle écrit, c'est hyper brillant. Et je l'ai vu bosser. Et donc, oui, ça m'a vachement motivée. Ouais. Ok, très bien. Un souvenir de ta carrière qui t'a marqué ? Je sais pas, une scène, un moment spécial il y en a plein. Je dirais, mais c'est aussi assez récent, ma participation au Late Show d'Alain Chabat. Ah oui, ouais. Carrément, ouais. C'est vrai que c'était charmé. Hein. Ouais. C'est une très belle émission, bien produite et tout, avec un beau plateau, des invités de qualité, et des intervenants de qualité. Merci. Non mais franchement c'était stylé, ça devait être une belle expérience de faire un truc avec Alain Chabat dans son émission, dans son late et tout.
Et ça aussi, tu vois, ça fait partie des trucs qui te reboostent un petit peu ton ego, de dire putain, il y a Alain Chabat qui m'appelle quand même. Enfin, c'est pas lui qui m'a appelé directement, on est bien d'accord. Bien sûr. Mais ouais, ça te booste un peu ton ego. Bon souvenir. Et enfin, dernière petite question, le message que tu aimerais faire passer aux gens qui veulent réussir de manière générale dans leur domaine, quel qu'il soit. Eh bien, je leur dirais, parce que je réfléchis si le conseil que je donne pour le stand-up, ça peut être le même. Parce qu'en stand-up, je dis tout le temps, quand vous écrivez, oubliez que vous avez une famille. Ah oui. Parce que si on écrit à chaque fois en se disant « mais attends, il y a ma famille », ben on pourra rien faire. Enfin, Ouais, on va clair. se mettre beaucoup d'interdits. Beaucoup de barrières, ouais, carrément. Donc, et ce qui finalement, dire « oubliez que vous avez une famille », ça revient à dire pense à toi ce que tu as envie de faire. Et donc, c'est ça, les gens qui veulent réussir, c'est bateau, mais donne-toi les moyens, pense à ce que toi tu veux faire. Et surtout, si tu as des doutes, essaye de te dire dans 10 ans qu'est-ce que je vais regretter. Je fonctionne aussi beaucoup comme ça. À chaque fois, je me dis, attends, dans quelques années, qu'est-ce que je vais regretter? C'est si j'ai fait ça ou si j'ai fait ça. Et c'est aussi comme ça que je prends des décisions. Ok, très bien. Tu arrives à avoir du recul sur toi et de se dire le chemin que tu as parcouru, d'où tu viens et là où tu es maintenant? Ouais. Ouais, ça va. Tu es fier de ton parcours, de manière générale? Oui, il y a des choses, si c'était à refaire, je les ferais pas comme ça, mais on peut pas refaire. Ouais, bien sûr. On peut pas refaire. Donc oui, je suis quand même fière de ce que j'ai fait. Ouais, c'est important parce que tout le monde n'a pas le recul des fois quand tu es dans le truc de voir j'ai fait ça quand même et tout. Donc c'est important de l'avoir, tout le monde ne l'a pas finalement. Non, mais oui, c'est important et c'est aussi important de garder la tête sur les épaules. Aussi, c'est vrai, on est d'accord. Tania, on arrive à la fin de ce podcast. Ouais. Est-ce que tu aurais une recommandation à nous faire? Un truc que tu as kiffé, culturel, un voyage Déjà, importe. je recommande plus les quiz en 60 secondes. Donc ça, c'est un non-reco, on part sur ça. Très bien. Il y avait une haine dans la voix. Recommandation, eh bien... Les télécrochets? Les peut-être. télécrochets. Non? Recommandation. Eh bien, que pourrais-je dire? Parce qu'il y a plusieurs choses. Je conseillerais du spectacle vivant. Je conseillerais le spectacle, mais je ne sais même pas s'il va rejouer à Paris, de Fred Blin, qui fait de l'humour absurde et que j'ai surkiffé. D'accord. Ok, Fred Blin. Il est sur les réseaux, on peut le retrouver. C'est pour ceux qui ne savent pas qui c'est. Oui, il est sur les réseaux. Après, vous n'allez pas vraiment voir d'extrait. Parce que tu peux pas... Vraiment, je suis sortie de ce truc en disant, mais pour faire la promo, c'est chaud. Ok. C'est chaud parce qu'il est tellement barré. Il faut vraiment rentrer dans son délire. Si tu rentres pas dans son délire, tu peux passer un très mauvais moment. Moi, dans la salle, j'ai vu tout le monde rentrer dans son délire. C'était incroyable. Ah, c'est bien ça. Ouais. Quand tout le monde est raccorisé. Ouais. Ok, donc spectacle vivant, Frédéric Blin, en général. Très bien. Et un truc que tu recommanderais pas aux gens? Pas forcément culturel, ça peut être, je sais pas, un voyage, un plat même. Tiens, en vrai, il y a des gens qui me disent, ouais, j'ai pas du tout aimé ce truc-là. Ça m'est arrivé. Un fruit que j'ai goûté en Thaïlande. Écoute, je ne me rappelle pas du nom. C'est un truc énorme. Ils te le coupent en deux et dedans, t'as 3 boules. Et ça sent très mauvais. Okay. Ils ont des étalages avec plein de ces fruits et tu le sens vraiment dans la rue. Ah ouais. Et quand tu le mets en bouche, c'est ce qu'on m'avait dit, mais c'est bon. Donc je dis, je vais goûter. Ouais, tu vois, et en fait, j'ai goûté avec mon régisseur et on n'a pas du tout aimé. Mais je ne sais plus comment il s'appelle. Non. Donc voilà, donc en gros, si les gens vont en Thaïlande et que vous tombez sur... De toute façon, ils vont le sentir. Fruit thaïlandais qui pue, si on tape ça, je pense qu'on trouve le nom direct. Ouais. On va avoir le profil du fruit. Très bien. Eh ben écoute, moi j'aime cette non-reco. Et tu sais, avant de se quitter, Tania... il a le nom, comment ça s'appelle? Ça s'appelle comment? Le durian. Le durian, mais oui. Le durian est un non-reco. Ouais. Voilà. Ouais. Eh ben écoutez, moi j'aime cette non-reco du durian. Le durian. Tania, avant de se quitter, tu sais, je fais toujours un cadeau à mon invité. Qui est juste là, que je vais te donner tout de suite. Bouge pas. Que j'ai emballé moi-même. T'essaies de voir ce que c'est là déjà. Tiens. Non, déjà j'essaie de regarder le tote bag, c'était RDV. Ah oui, rendez-vous avec Kevin Razi. Ah, c'est ça. C'est ça. Merci. Je te laisse ouvrir, je sens que t'as déjà ce cadeau. Mais je te le ferai avec le cœur, donc dans tous les cas. Que j'ai déjà ça. Vas-y. C'est un vinyle. Rien à voir, t'es à côté de la plaque.
Parce que je n'ai pas de tourne-disque. Hein. Non, mais attention, même si t'as Ça pas, s'ouvre pas. même si t'as pas de tourne-disque, c'est un objet de collector. C'est un objet sympa. Mais c'est pas du tout un vinyle. Non, Voilà. Elle a niqué mon cadeau. Donc, non, mais. Arrête, je te jure que ça me touche. Ah, quand même. Ah, quand même. Merci. Quand même, merci. Elle a pas de tourne-disque, mais quand même. Mais c'est ouf parce que tu vois, quand j'ai fait le podcast de Amel il est- Chabi, Ouais. et ben elle m'a offert un cadre, Un cadre avec de une Dirty photo de Dirty Dancing, Dancing ouais. qui est affichée chez moi. Je Et sais. ça va clairement être affiché chez moi. Oh là là. Voilà, je te Merci débarrasse pour de ça. cet échange. D'où tu savais que ça allait bien se passer en fait. Est-ce que ça s'est bien passé? Je savais, tu vois. Sur ma vie, que quand j'ai écrit ça hier soir, je te jure, Tania, je me suis dit, c'est obligé qu'elle va me sortir ça à 2000%. Merci pour cet échange. D'où? Bah là, je te le dis. Parce que vu que ça arrive à la fin, je sais que merci Ah, pour mais cet même. échange. Je te jure que je suis trop touchée. Ça te touche. Mais Alors, regarde, attends, tu veux que je te dise la vérité? Et j'ai envie d'acheter un tourne-disque juste pour ça. Pour ça. Putain, Je prochaine te achat. jure. En plus, tu sais, j'ai enlevé le. T'as vu, j'ai fait le. Attends, elle est en pleine découverte du truc. C'est bon. Regardez. Il y a plus de. Plus personne ne m'écoute. Ah non, c'est là C'est- parce qu'il y a des caches sur les autres C'est caméras. celle-là, je ouais. suis con. Ouais. C'est le vinyle de Dirty Dancing pour ceux qui Oui. n'ont pas compris, au cas où peut-être ça peut arriver. Tu sais, hier j'ai voulu enlever le prix qu'il y avait ici, le gros macaron, Oui. et ça a vraiment fait ça. Ok. Donc tel un petit loup, j'ai mis un petit scotch, voilà, D'accord. petite Donc séance ça d'art n'a plastique. pas abîmé le reste. Ça n'a c'est pas abîmé grave. les restes. C'est du Alors, blister. je peux te dire mes chansons préférées. Bien sûr, tu peux me dire tes chansons préférées. Cry to Me, Solomon Burke, Hungry Eyes. Parce que tout le monde parle de The Time of My Life, super, mais c'est pas la meilleure. C'est pas la meilleure. She's Like the Wind, pas mal. Yes, Mary, je sais plus quoi, incroyable. You Don't Own Me, pas trop mal. Oh, mais toute la BO, elle est géniale. Ah là là. Non, là, tu vois, il y a plein de gens qui disent Dirty Dancing et la BO, elle est incroyable. Déjà, bon, il y a au moins ça. Tu Ouais. les mets d'accord, les gens qui te disent ça? Qui te Oui. disent oui, pas, Non, mais le film attends, pas il y a ouf, du mais. Otis Redding, il y a non, c'est la clair, BO, ouais, elle c'est est vrai. incroyable. C'est vrai. Normalement, on est bon. Bon, je suis content, ça t'a fait plaisir. Oui. Vraiment, je suis content. Merci pour cet échange, Tania. Pour toutes ces dates. T'es sur scène à l'Européen jusqu'à décembre 2023. Et un peu partout en France, Clermont, Nevers, Trappes, Pierrefitte, Metz, les dates sont sur tes réseaux J'en ai sociaux. rien à foutre en fait de Ouais, ce que tu dis. je l'ai vu. Mais là, les gens, faut que les gens le sachent. J'ai complètement vu. Mais là, je parle même plus à toi. Là, on est à ce niveau-là, on n'est plus là. Je suis vraiment en train de regarder les sons. Elle Je suis en touche train de tes me dire, enfants, attends, elle il faut fait que j'achète un meuble Elle pour touche. mettre un tourne-disque dessus. Il faut que je replace mon canapé. Putain. Là, Là, c'est une réorganisation Ça, là, de la maison là qui se. ça m'a bousillé ma journée. Putain, je suis désolé. Il faut que je Je- revoie toute l'organe de mon appart. Je suis aussi content que désolé, sache-le. Putain, Oh là là. t'imagines, là vraiment je t'aurais donné ça en début de podcast, il n'y aurait pas eu de podcast. Il y aurait pas eu de clairement. On est podcast. d'accord. Ouais, ok, d'accord. On est Bon, d'accord. tu peux te dépêcher, faut que j'aille Faut que t'ailles faire acheter. les boutiques là. Faut que Faut que j'aille. j'aille acheter le tourne-disque. Ouais. Tania, merci d'avoir été là. Ça m'a fait plaisir de te merci à rencontrer, de toi. faire ce podcast avec toi. C'était très cool. Et Tania Dutel sur les réseaux pour voir où tu joues jusqu'à la fin de l'année et partout en France, je le rappelle. Ouais. Les autres, Tania Dutel. Merci Tania. Merci à toi. Salut. Salut.